Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'entrevue digitale, l'émission de KPMG et Madines qui analyse les évolutions et les tendances de la tech. Aujourd'hui, on va parler d'un mot devenu omniprésent dans le vocabulaire de l'entreprise, un mot qui non seulement est à la mode, mais qui pourrait être en train de devenir une véritable tendance de fond, encourageant d'ailleurs un changement profond de toute notre économie. Ce mot, eh bien, c'est l'impact. Être une entreprise à impact, c'est d'abord cocher un certain nombre de cases, un certain nombre de critères. C'est être une entreprise qui, en gros, propose un service répondant à un besoin essentiel de la société, à un besoin essentiel de la planète. Aujourd'hui, on sait qu'une grande majorité de start-upers et de start-upeuses se posent déjà la question de comment réduire leur impact social, leur impact environnemental, avant même de structurer leur projet. Alors, comment devenir une entreprise à impact? Quels sont les stades, les sacrifices finalement pour atteindre ce précieux sésame? Et puis, l'impact peut-il devenir la norme? Eh bien, c'est la question qu'on va évidemment se poser dans cette émission. Merci d'être avec nous. Merci à mes trois invités. D'abord, Théo Alves da Costa. Bonjour. Bonjour. Donc Théo, vous êtes porte-parole innovation et tech for good du mouvement Impact France et responsable de l'impact dans la société Data Equimetrix. Bertrand Gros, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise pour KPMG. Et puis Charles-Édouard Girard, bonjour. Bonjour. Alors Charles-Édouard, vous êtes le CEO d'Home Exchange, spécialisé dans l'échange de maisons entre particuliers. Et vous êtes d'ailleurs certifié B Corp. Alors première question, Charles-Édouard, une B Corp, c'est quoi? Alors, B Corp, c'est une certification qui est plutôt américaine. Nous, il se trouve qu'on a une partie de notre activité qui est aux États-Unis, dans lequel vous vous engagez, et donc ça prend un certain nombre de temps. Nous, ça a pris quasiment 1 an et demi, presque 2 ans, dans lequel vous vous engagez à répondre à un certain nombre de questions. Et à la fin, ça vous donne un score. Et à la fin, sur la base de ces questions, vous essayez d'améliorer votre score progressivement. Alors, les questions, c'est sur la gouvernance, sur votre impact, sur la façon dont vous traitez vos équipes, sur évidemment l'impact écologique. Il y a un certain nombre de paramètres. Donc au début, on le fait honnêtement, on répond à chacune des questions et après on voit comment on peut améliorer son score selon les critères. Voilà. Et donc vous, le score, il est de combien? 80? Un peu plus de 90, exactement. Ouais. Ce qui est un bon score. C'est plutôt un bon score, oui, tout à fait. Ouais, on est assez content de ça. Cette certification B Corp et puis cette idée d'être une entreprise à impact, c'est quelque chose que vous êtes posé dès le début en créant Home Exchange? Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'échange de maisons, nous on a la conviction importante que c'est quelque chose qui est différent. C'est une autre façon de voyager, donc on l'avait un peu en nous. Mais après, je dirais que même si c'est pas quelque chose qu'on a en nous, aujourd'hui on est en train de le vivre, que ce soit à travers les équipes, que ce soit à travers les institutionnels, que ce soit à travers nos clients, qu'il faut qu'on continue à travailler sur cet impact. Donc on est en train de faire des études pour vérifier que cet impact est vraiment réel. Donc on prend des indépendants pour nous aider à donner, que ça soit écologique, que ça soit social, pour continuer à progresser là-dessus. Et j'ai l'impression qu'on en est encore qu'au début pour arriver à aller vers un cheminement où à la fin on a un impact qui est dans le tourisme, ça serait difficile d'être totalement positif, mais en tout cas, le moins négatif possible. Alors, on va se poser la question si c'est un effet de mode, finalement, cet impact, ou est-ce que c'est une réelle tendance de fond qui change profondément notre économie? Mais du coup, je voudrais faire un point d'abord sur l'impact, sur les critères. Il y en a plein, RSE, ESG, B Corp, etc. Théo Alves da Costa, comment on peut résumer finalement, est-ce qu'il y a une gradation dans les critères de l'impact? Alors, bien sûr, donc il y a effectivement une gradation. Ce qui est important, c'est que comprendre que ce chemin-là, il nécessite de passer par des étapes en quelque sorte. C'est pas si linéaire que ça, bien entendu, mais en gros, les entreprises de base fonctionnent. On parle, il y a un anglicisme qui est un peu horrible, business as usual. Je fais mon business. Ce qui est important, c'est les profits. Ce qui est important, c'est la valeur actionnariale, ce genre de choses. Si on commence à avancer, c'est la question de l'impact là. Non, exactement. On ne se pose pas la question de l'impact. Si on commence à aller un peu plus loin, on peut commencer à rentrer dans une stratégie dite RSE, de responsabilité sociale, environnementale, sur laquelle on va se poser des questions qui sont parfois obligés pour de la régulation, pour du reporting, ou parce qu'on sent qu'il y a vraiment un besoin très très fort d'un point de vue image, attractivité, et on va commencer à mettre en place des choses absolument nécessaires pour prendre soin des gens, pour mettre plus de diversité dans les équipes, pour s'assurer que toutes les personnes aient droit aux mêmes chances, pour commencer à réduire
et mesurer son impact écologique. Donc il commence à y avoir, on va dire, des choses qui se structurent. Donc c'est comment en fait je peux mieux faire. C'est la question que ces entreprises vont se poser. Donc plus d'inclusivité, ça a plus de diversité. Ça vient prendre sur plein de critères. Des critères environnementaux, il y en a plein, que ce soit sur les émissions de CO2, que ce soit sur l'empreinte sur la biodiversité, que ce soit sur les déchets, sur l'eau, etc. Il y a des questions sociales, d'accès à l'emploi, d'insertion, de diversité, il y en a plein. Des questions de gouvernance pour comprendre comment on va partager la valeur, partager le pouvoir. Et tous ces critères-là, comme ils sont multiples, après, il y a des manières de les normaliser. Typiquement, Bicorp en a une super pour pouvoir le faire, la tester, suivre son chemin et à la fin le faire certifier pour savoir où est-ce qu'on en est et comment on avance. Ça va dire une étape par laquelle il faut passer parce qu'il y a plein de choses absolument importantes. Ensuite, on commence tout doucement à peut-être aller vers l'impact et là se posent des questions. Donc là, en fait, on est en train de monter l'escalier, quoi. Exactement. Du moins vertueux au plus vertueux. C'est ça. On a RSE, ESG, Bicorp. Et là, on va encore un peu plus haut, c'est ça? C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est après de se dire qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas obligé de les faire. Et là, qu'on commence à rentrer là-dedans, alors il y a des gens qui parlent d'entreprises contributives, d'entreprises responsables. On va commencer à s'engager plus fortement et se dire, en fait, je veux bien sûr garantir une réalité économique de mon entreprise, penser au profit, mais je veux aussi commencer à penser à l'impact, avoir du profit et de l'impact, en essayant d'imaginer des nouveaux services, en essayant de répondre à des besoins essentiels, de créer, de régénérer. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et ça, on commence à tendre vers ce que parfois les entreprises appellent une entreprise à mission, se dire que mon entreprise va se doter d'une raison d'être, pour ce qui va être à vocation sociale et environnementale. Et en faisant ça, en continuant ces marches dans l'escalier, on arrive tout doucement vers ce que c'est qu'une entreprise à impact, à mon sens, et au sens du mouvement Impact France que je représente, qui est une boîte qui a fait en gros toutes ces étapes-là, des étapes un peu obligatoires de transparence à la mise en place de plein de chantiers et c'est un chemin, jusqu'à se doter d'une raison d'être pour se dire le cœur de mon métier, le cœur de mon activité économique, produit, et pour créer de l'impact positif. Et donc, ne pas forcément juste chercher à réduire ces impacts négatifs, mais chercher à créer de l'impact positif. Et donc ça, il y en a plein, parce que quand on dit c'est quoi l'impact positif, si je donne 2-3 exemples, c'est par exemple, si je travaille dans les meubles, en général, je vais toucher du bois, quoi. Je vais toucher de la forêt. Donc la question, c'est comment, plutôt que de couper des arbres et de détruire des forêts, si j'ai une interaction avec le vivant, comment je vais pouvoir peut-être mettre en place des programmes qui vont faire que je vais créer de la forêt et je vais en prendre soin. Et donc ça, quand on commence à se dire que, en fait, par notre activité économique et notre maintien des écosystèmes, on va fabriquer du positif, on commence à avoir gagné un peu la mise. Ouais, c'est l'entreprise régénératrice, c'est ça? Exactement. Ça va au-delà de l'entreprise à impact ou on est à peu près au même niveau? C'est à peu près au même niveau. C'est genre l'impact positif. Globalement, on va venir régénérer des choses, régénérer du vivant, régénérer des sols, régénérer des écosystèmes marins et des coraux. Et dans les questions plutôt sociales, je vais régénérer du lien social, je vais régénérer des lieux de vie, des manières de communiquer, je vais régénérer de l'emploi qui n'existait pas avant. Donc c'est à peu près les mêmes questions. Bertrand Gros, vous accompagnez des entreprises justement pour essayer de les amener à un modèle un peu plus vertueux. Est-ce que ces entreprises, elles ont connaissance de ces différents critères? Est-ce que on se rend compte que c'est pas simple à évaluer d'être une entreprise à impact? Non, effectivement, c'est pas simple. Et puis, en plus, tout est en train de se structurer. Effectivement, il y a des labels qui émergent comme Bicorp, mais il y a aussi d'autres critères. Ça dépend aussi si l'entreprise a plutôt sa vocation, sa conviction intime de vouloir plutôt œuvrer sur les aspects environnementaux ou sociaux, les deux. Est-ce que la priorité va être mise sur la réduction du CO2, par exemple, auquel cas on parle d'autres labels ou de certifications ou de schémas dans lesquels l'entreprise peut s'inclure. Et toute cette... en fait, vous parliez tout à l'heure un peu de hype ou d'effet de mode. Ouais. Je pense que plutôt qu'un effet de mode, moi je suis persuadé que c'est plutôt une tendance de fond qui va durer. En revanche, il y a beaucoup de travaux qui sont faits en ce moment pour structurer cette tendance de fond, ce qui fait que énormément de gens s'intéressent au sujet, travaillent sur ce sujet et sont en train de structurer à la fois la façon dont les entreprises vont faire leur état des lieux, reporter la façon dont elles travaillent actuellement, dont elles vont s'engager sur telle ou telle voie pour aller vers telle ou telle certification, label, ambition. Et petit à petit,
Nous, ce qu'on peut souhaiter, c'est que cet effet de mode devienne du business as usual, en fait. Et que tout le monde soit impact de base, en fait. Voilà. Et donc, on aura réconcilié un peu les deux vocabulaires, en dire qu'on a cet effet de mode parce qu'on travaille beaucoup sur ce sujet-là, mais en fait c'est une vraie tendance de fond parce que les sujets d'impact seront dans tout ce que nous faisons dans le futur. Alors on va revenir sur comment devenir une entreprise à impact. C'est évidemment pas simple, ça dépend du produit qu'on a, parfois c'est quasiment pas possible. Mais d'ailleurs, je voudrais qu'on reparle sur l'impact en lui-même. Cette notion-là, elle date de quand? Quand est-ce que finalement l'écosystème entrepreneurial s'est posé cette question? Ça a quoi, 10, 20 ans, 30 ans? Je pense que ça dépend beaucoup de la maturité de chacun, des hommes et des femmes qui pilotent les entreprises. Certaines entreprises ont été très avant-gardistes sur ces sujets et travaillent depuis plus de 20 ans sur ces thèmes-là. D'autres ont peut-être réalisé l'importance de ces sujets sous la pression, les différentes pressions réglementaires ou la pression de leurs clients en découvrant ou en mettant l'accent sur ces sujets juste récemment. Charlie, ouais, ça a commencé quand pour vous? En fait, moi, c'est marrant parce qu'on parlait du côté du S de social ou du E de écologie. Et en fait, moi, je suis assez partagé sur le fait de prendre celui qui nous convient. Voilà, en fait, on devrait être bon et s'améliorer sur les deux. Dans tous les domaines. Voilà, dans tous les domaines. Nous, en fait, alors je dis ça d'autant plus que nous, on a plutôt commencé sur la partie sociale. En fait, nous, on s'est rendu compte assez rapidement que ce qui nous plaisait comme type d'entreprise, c'était une entreprise dans laquelle les gens avaient un petit peu plus de pouvoir, d'autonomie, et ce qui a généré une façon de diriger l'entreprise qui est donnée un peu plus aux gens. Et donc, comme ils étaient jeunes, comme ils avaient envie de faire changer les choses, on s'est mis à avoir des discussions sur la représentativité, sur la gouvernance, sur la façon dont on doit décider, l'autonomie des gens. Et en fait, donc dès le départ, en fait, très rapidement, on est passé ce qu'on appelle une entreprise un peu libérée. Et au bout de 2-3 ans, en fait, sur plein de chantiers, c'était pas nous qui décidions de ça, c'était les personnes. Et donc naturellement, cet impact, là, je parle que social, et la partie, voilà, de gouvernance, mais aussi, par exemple, des questions. En plus, qu'on a avec les États-Unis, on a une partie diversité qui apparaît de façon un peu différente, avec donc ça bouscule un peu tout le monde. Des quotas aussi. Nous, on n'a pas forcément le droit d'avoir des quotas. Il y a aussi cette idée-là. Exactement, ils ont une notion ils doivent compter les diversités, ce que nous on a en France pas le droit de faire. Donc il y a des débats comme ça. Nous on intervient peu dans la vie politique quand il y a des effets comme ça. On prend Black Lives Matter. Et eux, c'est très important d'intervenir. Une entreprise doit intervenir. Être engagé politiquement. Être engagé sur. Alors je sais pas si vous le voient politique ou social, mais en fait d'être engagé là-dessus, et ça crée des débats qui sont assez intéressants parce que ça fait changer l'entreprise. Voilà. Et sur la partie écologique, en fait, c'est apparu, je dirais nous, il y a 5-6 ans, quand les gens ont commencé à se poser des questions, les plus jeunes arrivaient et on commençait à remettre en cause, peut-être au début ça avait des publicités qu'on faisait, qui partaient un peu loin, et ils nous disaient mais est-ce que ça c'est raisonnable de faire ça? Oui, parce que pour résumer, en fait, votre modèle c'est l'échange de maisons, donc évidemment vous êtes dans le secteur du tourisme, donc il y a forcément un peu de voyage, etc., partir à l'étranger pour échanger les maisons, et donc il y a ces questions-là qui se sont posées en termes d'impact écologique quand je dois partir loin pour échanger ma maison, même si votre modèle est Bicorp, vous vous êtes posé cette question-là en interne, est-ce que là quand même, enfin bref, ça fait débat. Oui, tout à fait, et ce qu'on essaye de faire depuis un certain nombre de temps, c'est que déjà il fallait mesurer, parce qu'en fait pour pouvoir dire qu'on s'améliore, il fallait le mesurer, donc on s'est mis à mesurer notre impact. Je sais que le ministre, là, Jean-Noël Barrot, il parlait d'aller jusqu'au scope 3, on s'est rendu compte que plein de gens, alors le scope 3 c'est pour nous, ça correspond à la partie transport, même si c'est pas nous qui le maîtrisons, c'est l'impact un peu indirect, le scope 1 ce que vous faites direct, scope 2 c'est la partie qui vous correspond dans votre métier, et le scope 3 pour nous, c'est le transport. Nous, on ne propose pas de transport, autour, en fait. mais tout ce qui est autour et qui pourrait jouer sur l'impact. Et on voit qu'il y a pas mal d'entreprises qui s'arrêtent un peu à scope 2. Et je trouve qu'en remettant en scène, en disant il faut aller jusqu'au scope 3 pour parler de son impact, et nous, il est sûr que notre impact est largement supérieur sur la partie scope 3, c'est le transport. Voilà. Et quand on fait ça, aujourd'hui, par exemple, on arrive à compenser jusqu'au scope 2, mais on n'arrive pas à compenser, je ne sais pas si la compensation est une bonne chose, mais c'est une première étape, jusqu'au scope 3. En tout cas, vous êtes posé la question de l'impact dès la création de l'entreprise?
Je pense que l'impact social, on voulait changer le monde sur la partie voyage, parce qu'en fait, l'échange de maison, la façon dont quand vous faites de l'échange de maison, vous êtes très inclus. Ça veut dire vous y allez de façon, vous êtes chez des gens, vous vivez l'expérience des personnes, donc c'est un côté très, vous allez découvrir le monde avec d'autres yeux. Vous n'allez pas vous retrouver dans un hôtel à l'autre bout du monde où vous allez croiser que des gens qui vous ressemblent. Oui, vous votre allez vous modèle, c'est retrouver... de dire on n'est pas Airbnb, on ne fait pas de la surconsommation, du fast-food, on va dire, du tourisme. C'est en gros. J'oserais pas dire ça de Airbnb, mais voilà, merci de l'avoir dit. Mais en fait, voilà, ce qu'on prône, c'est vraiment que, en tout cas, nous, le modèle auquel on croit, c'est le fait que ça fait grandir les gens, ça fait de voyager et de partager avec des gens qui habitent vraiment les lieux. C'est-à-dire, vous arrivez en Espagne, en Italie, où vous voulez, même en France, hein, vous allez être dans une vraie maison qui est habitée, dans laquelle ils vont vous conseiller, ils vont vous donner des restaurants, ils vont vous donner des lieux dans lesquels vous pouvez faire vos courses. Et donc ça crée quelque chose qui socialement est très riche. Voilà. Et c'est ça, dès le départ, c'est ça qu'on voulait faire, c'était faire que la façon de voyager soit un peu différente de celle qu'on proposait dans plein d'images un peu mentales, de très belles plages, de très grands hôtels. Du coup, il y a une question sur les différents critères, RSE, ESG, etc. Si je prends la question de la responsabilité sociale et environnementale, RSE, on a beaucoup d'entreprises en France qui sont dans ce critère. Est-ce que celui-là est important? Est-ce qu'il est crédible? Voilà, je dirais qu'il est absolument critique, ça c'est sûr. Ça veut dire que c'est un premier pas. Par contre, est-ce qu'il est suffisant et est-ce que les différents critères sont suffisamment bien pondérés? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on peut très facilement s'engager sur plein de choses et faire d'autres choses par ailleurs. Et donc, par exemple, tu vois, on peut très bien dire, le pire exemple, c'est je vais faire des ruches sur un aéroport. Et dire j'ai reconstitué la biodiversité, mais le cœur de mon métier, c'est de faire voler des avions. Ça, on va le retrouver à plein d'endroits. Donc ça, pour vous, c'est du greenwashing? Ah, complètement. Là, on est pile poil dedans. Ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Le partage de la valeur, le partage du pouvoir, tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument faire. Mettre en place plein de choses sur le bien-être au travail, c'est absolument nécessaire. Mais il y a aussi derrière un moment où on tape ce qu'on appelle les limites planétaires, si je prends juste les questions écologiques, sur lesquelles, en fait, il n'y a pas vraiment le choix, et ça reste très objectif et basé sur la science, que en fait ça c'est un critère qu'il faut aller chercher. Pour donner une idée, genre sans même parler d'entreprise à impact, pour pouvoir atteindre les accords de Paris pour une entreprise, pour atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone mondiale, il faut viser en gros 6% de réduction des émissions par an, moins 50% à 2030. On se rend pas compte, c'est absolument, enfin c'est colossal. C'est colossal. Aujourd'hui, aucune entreprise n'est équipée pour pouvoir le faire. Donc on se met en chemin tout doucement, et il y a des gens qui commencent à arriver à atteindre ce taux de moins 4, 5, 6% de réduction par an, mais c'est colossal, ça demande une transformation complètement drastique. Si on prend l'exemple de Domo Exchange, ça veut dire que si 80% de leur empreinte c'est le voyage, et qu'il faut couper ça par 2, c'est-à-dire que les gens voyagent 2 fois moins, en gros, si je caricature. Et ça nécessite à la fois de transformer même là, sans même parler d'impact, complètement son business model, et c'est quelque chose qu'on doit faire à côté de toutes les questions de bien-être et de partage de pouvoir et de gouvernance. Donc, alors, là, on se pose la question, on parle de ces entreprises qui vont aller chercher un modèle très vertueux, mais évidemment, il y en a beaucoup qui vont pas aller aujourd'hui jusque-là. Est-ce que vous, Bertrand, vous le voyez dans les entreprises que vous accompagnez, déjà que le premier critère, celui qui est la responsabilité sociale et environnementale, celui-là, il est déjà compliqué à obtenir. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, en tout cas, veulent aller le chercher? Effectivement, alors je ne sais pas si on peut parler de critères RSE à proprement parler, mais il y a plusieurs niveaux dans le chemin vers une entreprise qu'on peut qualifier d'impact, sachant que tout ça, ces labels sont encore pas très bien pas très clair, il n'y a pas beaucoup de critères. On est au début encore là-dessus. Moi, on peut classifier en fait un peu trois niveaux d'entreprise. Le premier, comme tu le disais, c'est essayer de juste répondre aux obligations réglementaires et puis essayer de faire des actions qui sont un peu autour de l'entreprise. Ça va être, alors c'est pas forcément des actions qui sont inutiles, c'est même au contraire des actions qui sont louables, mais qui vont être périphériques à l'activité de l'entreprise. Par exemple,
exemple monter une fondation qui va avoir telle ou telle action, soit sociale, soit environnementale. Ça va être de faire quelques actions aussi à destination des employés pour les inciter à moins utiliser de plastique recyclable, par exemple, dans les locaux de l'entreprise, non recyclable, pardon, dans les locaux de l'entreprise, etc. C'est un peu le premier niveau. Le deuxième que moi j'aime avoir et sur lequel j'accompagne mes entreprises, mes clients, c'est comment on va transformer effectivement le modèle pour que ce modèle d'affaires, modèle économique, soit plus vertueux, soit plus durable. Et là, on va toucher à des choses qui sont un peu plus cœur dans l'entreprise. Ça va, par exemple, une entreprise qui exporte beaucoup de ses produits et qui les fait voyager aux États-Unis, au Japon, de limiter ses exports, de vendre les produits qui sont produits en Europe, et s'ils sont présents sur des marchés Amérique ou Asie, de vendre sur place des produits qui sont produits sur place, de manière à limiter les empreintes. Et ça change structurellement, ça va changer les modèles économiques de production de certains produits, de la façon dont ils sont vendus, etc. Peut-être un peu plus dans la tech aussi, il y a beaucoup de modèles qui sont basés sur un modèle social de freelance ou d'employés qui ne sont pas salariés, de voir comment on se pose la question de pérenniser et d'avoir des emplois un peu plus stables et de salarier, une sécurité, de proposer une sécurité d'emploi, de salarier ces salariés. Effectivement, pour le modèle, c'est freelance. Pour le modèle, ça change de manière économique le modèle, puisqu'un salarié à temps plein va coûter plus cher. Mais en revanche, il y a des choses qu'on peut bâtir un peu sur un modèle d'emploi salarié, avec des salariés plus engagés, des salariés qui sont stables et uniquement dédiés à une entreprise. Et le modèle va s'en trouver changé. Donc ça, c'est un peu le deuxième aspect et le deuxième niveau. Et le troisième, c'est d'avoir une entreprise qui soit vraiment dans sa stratégie orientée vers un impact. Et donc on va pas chercher à changer le modèle actuel pour le rendre plus vertueux, mais directement bâtir un modèle qui est au cœur de la stratégie et lui-même vertueux. Donc là, on ne plus parler de stratégie RSE et de stratégie d'entreprise, mais il y a directement une stratégie d'entreprise responsable. Pour résumer, on peut dire que donc l'impact, c'est une prise de conscience qui est quand même assez récente, que les critères, ils existent, mais qui sont quand même, c'est toujours un peu, il y a beaucoup de zones d'ombre, c'est encore assez nébuleux. Moi, j'ai cette question aussi qui est importante pour ceux qui nous écoutent. Comment aujourd'hui je peux devenir une entreprise à impact? Très concrètement, quels sont les premiers efforts que je dois faire, les premières questions que je dois me poser? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Je peux commencer. Je rebondis sur c'est récent. En fait, pas tant que ça. Genre l'histoire des entreprises, c'était à la base, genre, il y a 200 ans, quand ça a été créé, c'était une structure qui va être dérivée, en tout cas qui va être mise à côté de l'État, avec une raison d'être et avec une mission d'intérêt général. Utile. Avec une d'utilité publique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un peu oublié. En fait, genre l'évolution de l'économie dans les années qui ont suivi, on fait qu'on a arrêté au bout d'un moment de dire on n'est pas obligé à l'époque, on devait faire valider sa mission et sa raison d'être par le roi. C'était quand même un truc qui était assez dingue. Et ça, déjà, c'est le premier point pour moi. C'est avant même de se poser ces questions, de se dire, moi, je vais peut-être faire tout l'escalier. Si on veut vraiment y aller, le sujet, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise? Est-ce que je veux faire du bien aux gens? Est-ce que je veux sauver du vivant? Et donc là-dessus, se mettre une mission, une raison d'être. Et à partir de ça, s'en déroule plein de choses. Les étapes à suivre, les différents chemins, les labels, tout ça, c'est ce qui va à côté. Oui, mais ça, c'est pas évident non plus. Quand on est une entreprise, on a un produit, des salariés, une activité qui fonctionne, on va pas se dire, bon, mon activité, je considère qu'elle est plus trop utile à la société, ou que sais-je, j'arrête mon activité pour devenir à impact. Ça marche pas, ça. Alors, ça, c'est sûr. C'est sûr, mais je pense que quand on parle d'impact, la première question à se poser, c'est l'impact sur qui? Et quand on fait une stratégie RSE, la première question qu'on se pose, c'est quels sont mes impacts? Enfin, déjà, qui sont ce qu'on appelle les parties prenantes? Donc, qui sont
les différentes entités ou personnes avec lesquelles mon entreprise interagit, et ensuite quel est l'impact de mon entreprise sur ces parties prenantes. Donc ça va être les salariés, l'environnement, ça peut être la collectivité locale dans le pays ou le lieu sur lequel elle interagit, ça va être mes actionnaires, ça va être toutes ces parties prenantes, et on se pose la question quel est l'impact de mon entreprise sur ces parties prenantes. Et ensuite on va chercher... Je prends l'exemple d'une entreprise tech française qui fabrique des jeux vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'elle peut se poser comme question, pardon? Je dirais, déjà, c'est se dire, il y a qu'est-ce qu'elle fait, avec qui, et donc, et c'est quoi aujourd'hui, elle va distraire des personnes. Donc, elle a genre une question de se dire, est-ce que je vais pouvoir éduquer, par exemple, parce que j'ai un message pour plein de jeunes populations, à des comportements. Est-ce que je vais pouvoir faire passer des messages et genre éviter d'en faire passer d'autres. Et c'est par exemple Ubisoft, aujourd'hui, entreprise française de jeux vidéo, travaille énormément sur ce sujet. Ils ont fait par exemple la première marche pour le climat dans un jeu vidéo il y a quelques mois, et ils travaillent énormément à se dire qu'est-ce qu'on va montrer comme image sur des questions de diversité à nouveau. Et donc ça, c'est typiquement, ils peuvent se dire, moi je veux effectivement, je continue à divertir des gens, mais pourquoi je le fais ? Pour apporter telle connaissance, pour inclure aujourd'hui toute une partie de la population et ne pas en gros faire ce genre de transformation dans des appartements parisiens et genre que ça vienne vraiment toucher tout le monde. Donc en fait c'est très compliqué de se dire comment je vais venir pivoter. Oui, parce qu'après divertir, ça peut simplement suffire. Je dis complètement les gens, les jeunes. On n'est pas obligé de vouloir. Toute entreprise ne doit pas forcément être à impact. Ça c'est sûr. Par contre, c'est possible pour toutes les boîtes de se poser ces questions-là et se demander est-ce que j'ai un changement radical qui va me permettre d'adresser une question de société. Bertrand Gros, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Alors là, effectivement, ce que dit Théo, ça va être l'impact sur les clients, mais une entreprise de jeux vidéo, elle a aussi un impact sur ses salariés, par exemple. Oui. On parlait du modèle sur l'environnement, de salariés, sur l'environnement, sur aussi l'environnement économique. Est-ce qu'elle contribue à l'environnement économique du pays dans lequel elle est implantée? Est-ce qu'elle paie ses impôts sur place? Est-ce qu'elle salarie ses gens sur place? Donc il y a tout un tas de questions à se poser autour de ces parties prenantes. Et ensuite, il y a aussi la notion de raison d'être, et je te rejoins. Quelle est l'action, la raison d'être que veut avoir cette entreprise sur ses parties prenantes? Voilà, donc nous, sur son environnement, sur sa cible. Ouais. Oui, tout l'environnement au sens, pas uniquement environnement, écologie, mais aussi sociétal en fait. C'est marrant voilà. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, quand on n'est pas très bon, moi je te rejoins sur là-dessus, c'est que en fait, il y a deux choses. Il y a la partie sociale dont on ne peut pas se passer, mais il y a quand même quelque chose sur la partie qui est écologique, qui là n'est pas un choix qu'on doit avoir, c'est une obligation. Donc en fait, quand on peut se poser la question en tant qu'entreprise, à partir du moment où on a un impact écologique négatif, en fait, ça s'impose, même si on est très très bon socialement et qu'on peut le montrer. En fait, à partir du moment où écologiquement on a un impact négatif, il faut vraiment se poser la question de savoir comment le modifier, comment l'améliorer, comment le changer, voire peut-être, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le jeu vidéo, qu'en fait, est-ce qu'il y a un jour on va définir, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment indispensables, est-ce qu'il y a et ça se fait, moi j'ai l'impression que ça se fait un peu naturellement, hein. Je vais pas dire il faut pas que quelqu'un décide ça c'est indispensable, pas indispensable, mais on sent que ça va se faire naturellement, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont plus indispensables, peut-être que le divertissement est quand même très important pour les gens. J'espère que le tourisme le sera en considérant que le voyage est important pour rencontrer des gens, pour voyager. Peut-être qu'on va se rendre compte que la nourriture, évidemment ça c'est indispensable, mais peut-être pas de manger des bananes de l'autre bout du monde ou des choses. Et je trouve que cette réflexion elle est en cours, mais elle est extrêmement importante si on veut améliorer et si on veut que les entreprises puissent bouger là-dessus. Mais est-ce que je dois aller jusqu'à changer mon produit, changer mon service pour être à impact ? Nous, ce qu'on essaye de faire, je vais répondre pour moi. Moi, je pense que oui. C'est-à-dire que nous, on doit, quand on disait en voyageant, on a un impact. En fait, on ne doit pas interdire le voyage parce qu'en fait, on peut très bien voyager. Si on voyage à, je sais pas quoi, on habite à un endroit, on prend le train et on voyage à 100 km de chez soi. On a voyagé. On a voyagé et notre impact est assez minime. Voilà, on pourrait recalculer. Je pense que Théo peut-être me reprendrait dessus, mais voilà. Et la vraie question, c'est de savoir est-ce que c'est impératif d'aller tous les ans passer une semaine à tel endroit à l'autre bout du monde.
Et ça, moi, évidemment, je ne vais pas vous dire, je pense que non. Voilà. Et on va trouver le juste milieu pour que, en fait, à travers le tourisme, on ne va pas arrêter ça, parce qu'en fait, pour moi, je pense que c'est important pour le monde. Je suis un peu mal placé pour le dire, parce que je le crois. Mais comment on va mieux le faire? Et ça, il faut qu'une entreprise comme la nôtre, elle y réponde. Voilà. Donc, socialement, nous, on est assez fort. Et écologiquement, il faut qu'on tende vers ça. C'est-à-dire qu'on encourage ça. Il faut qu'on apporte ça comme solution à nos membres, parce que parfois, ils ne savent pas. Et on ne passera pas par une autre solution que ça, c'est-à-dire la modification de notre modèle pour réduire, et c'est ce qu'on essaye de s'engager, 6% par an, c'est comment réduire le volume de voyage à l'international, donc très loin, souvent en avion, de 6%. Ça correspond à peu près à ça chaque année. Voilà. Et ça, toute l'équipe a envie de le faire. Ensuite, on ne veut pas être moralisateur et dire aux gens ne voyagez pas. C'est une des difficultés parce que moi, je ne crois que ça ne marche pas. Donc, il y a quelque chose, il faut arriver à ancrer le message dans les personnes. Notre communauté est assez forte là-dessus, mais on voudrait que ça ne soit pas juste notre communauté parce qu'on reste un peu petit par rapport à certains trucs. On voudrait que la communauté s'agrandisse pour ça, parce qu'on pense que dans ce type de voyage, tu peux arriver à réduire ça. Alors justement, on va se poser la question de savoir si la France est capable de créer des licornes à impact, si le monde est capable de créer des licornes à impact. Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut devenir vraiment, est-ce qu'on peut passer à l'échelle en étant à impact? Mais d'abord, je voulais savoir si on doit tous se poser la question de notre impact. Enfin, chaque entrepreneur aujourd'hui. Ah oui, c'est évident. Pour vous, c'est une base aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très clair. Et même vivre en 2022, quand on est entrepreneur, il faut se poser cette question. Surtout, l'entrepreneur qui va créer son activité, je dirais à la limite, c'est un moment où c'est un sujet limite plus facile que lorsque on est une entreprise qui a tout un historique basé sur des produits, des services, des comportements, etc., qui historiquement ne le sont pas, et on doit transformer une entreprise qui a plusieurs centaines de milliers d'employés. C'est une transformation qui va être très lourde, alors que si on parle de création d'entreprise, déjà, on peut bâtir le modèle de zéro, donc le bâtir déjà avec l'impact à la source. Et puis ensuite, un sujet dont on n'a pas parlé, c'est qu'à un moment, une entreprise, une start-up va chercher des financements, va chercher des nouveaux clients. On va y venir. Et là, la notion d'impact est en train d'être de plus en plus prégnante. Et dans les parties prenantes, on parlait des actionnaires. Les gens qui financent des entreprises aujourd'hui se tournent de plus en plus pour diverses raisons, soit par conviction, soit aussi parce que leurs propres financeurs les y incitent à financer des entreprises qui sont plus vertueuses, plus à impact. Donc c'est une vraie bonne chose, en tout cas, à la fois en termes d'image, mais aussi pour aller chercher des clients et des investisseurs. Et je rajouterais un point important, c'est que quand on se pose cette question de l'impact qu'on a sur le monde, ça veut forcément dire qu'on se met une petite dose d'humilité pour comprendre où est-ce qu'on est. Et rien que se poser cette question-là, c'est des critères qui vont énormément améliorer la résilience de l'entreprise dans le futur. Si on commence à se dire ah bah tiens, je vais mesurer mon scope 3, je vais comprendre ma dépendance au pétrole et aux énergies fossiles, et bah, on commence à se dire faut faire attention, en fait dans 20 ans il n'y a peut-être plus de pétrole, en tout cas qui soit facilement extractible. Ou sur les métaux, il sera beaucoup plus cher. Là en ce moment, avec les crises de l'énergie, avec l'inflation, en fait les entreprises qui ont pensé cette question-là, parce qu'elles se sont posées ces questions-là d'impact, en fait elles sont quand même un petit peu plus préparés à savoir affronter ces défis qui vont arriver au futur. Et donc ça, c'est un sujet, mais il y en a plein d'autres. Genre sur l'employabilité, si on commence à se poser ces questions-là un peu en avance, ça permet quand même d'amortir en quelque sorte sa résilience dans le temps. Donc il y a aussi des intérêts de développement de l'entreprise qui sont à plus moyen terme ou à plus long terme, qui devraient être dans les fondamentaux d'un dirigeant et qui aujourd'hui ne le sont un peu moins parce qu'il y a des logiques court-termistes du monde économique. Mais c'est tout simplement, au final, se poser la question d'impact, c'est très simplement s'interroger sur l'avenir un peu plus long. Est-ce qu'il y a des licornes à impact en France ou dans le monde? Alors, il y en a, on pourrait potentiellement se dire, il y en a quelques-unes. On pourrait penser à Murphy, on pourrait penser à Back Market, qui dans le métier même et se qu'on bientôt Home Exchange, évidemment. Peut-être bientôt Home Exchange, qui sont dans la réparation, dans le réemploi. Ce qu'on dit au mouvement Impact France, on travaille beaucoup avec le gouvernement sur les questions de licorne verte, licorne sobre, licorne à impact. Ouais. C'est que dans le fonctionnement qu'on a aujourd'hui de la licorne, il y a plusieurs questions. C'est déjà, est-ce qu'effectivement on veut des licornes? Est-ce qu'on veut des licornes à impact? Est-ce que c'est une bonne chose que de se dire qu'une entreprise à impact doit devenir une licorne? C'est pas si évident que ça.
Ensuite, si on se dit qu'elle l'est, est-ce que effectivement la manière de mesurer ce que c'est qu'une licorne aujourd'hui, qui aujourd'hui est 1 milliard d'euros, de dollars générés de valeur actionnariale, est-ce que c'est suffisant pour définir ce que c'est qu'une licorne verte, même si le fondamental est de faire de l'impact positif. Il y a des questions, et nous ce qu'on préfère dire, et c'est des choses sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est dire une licorne à impact, c'est peut-être une licorne qui va faire éviter 1 milliard de coûts à la société ou à l'environnement, parce qu'elle a réussi à remettre les bonnes personnes sur le marché de l'emploi et on a venu faire économiser 1 milliard d'euros d'argent public. Ouais, c'est changer de paradigme. Et de se dire qu'est-ce qui est désirable, c'est pas juste la valeur actionnariale, c'est aussi la valeur qu'on va créer pour la société et pour l'environnement. Et donc de trouver une manière de raconter ce que c'est qu'une licorne par ce nouveau paradigme-là, parce que sinon en fait on remet des logiques genre de prédation dans un monde qui ne peut fonctionner s'il est comme ça. Ce qui est sûr, c'est que sur les licornes, en fait, la valorisation de ces licornes, elle est faite sur la croissance. Donc, en fait, quand on parle de sobriété, croissance, il y a une forme de contradiction de dire on veut de la sobriété, puis en même temps demander qu'ils aient 50, 100, 200% de croissance, et c'est pour ça qu'elles sont valorisées. Nous, on est à la limite un peu plus sensible au fait d'avoir un modèle qui est vertueux. Je crois que ça s'appelle les sagittaires, d'arriver à avoir des revenus tout en étant dans une forme de rentabilité. C'est ce qu'on essaye de faire. On est à l'équilibre depuis 4 ans, et donc on essaye de réinvestir ce qu'on a dans le produit qu'on propose, dans les gens, etc. Et je pense que ce modèle-là nous permet d'avoir un rapport différent à la croissance, c'est-à-dire on est très content parce qu'on pense que notre modèle est plus vertueux que les autres, mais c'est pas notre principal motif de faire 100 ou 200% de croissance. On pense que la croissance nous aide pour avoir un meilleur produit, pour avoir des bonnes personnes, pour pouvoir mieux rémunérer les gens, pour pouvoir, etc. Mais c'est pas la valorisation pure de l'entreprise liée que à la croissance, parce que c'est un peu ça les licornes. Il y en a qui font pas beaucoup de chiffre d'affaires, il y en a qui en font beaucoup, mais il y en a qui en font moins. Et en fait, pour moi, elle doit arriver là, on doit arriver à quelque chose, d'avoir un modèle qui est un peu vertueux, c'est du chiffre d'affaires, parce que c'est comme ça qu'on arrive à proposer ces produits, mais une forme de rentabilité et de rééquilibre de ce que l'on gagne, qui ne soit pas donné par les actionnaires, mais donné par l'entreprise pour les salariés, pour le modèle, pour le faire grandir. C'est pour ça, chez KPMG, on essaie de calculer une valeur d'entreprise qui ne soit pas uniquement la valeur d'entreprise économique, qu'on peut calculer par une valeur boursière, mais d'avoir une chose qu'on appelle la true value, qui combine la valeur économique, bien sûr, mais aussi environnementale et sociétale. Alors, c'est un sujet compliqué, parce qu'on est obligé de mesurer des choses et de les comparer, de les additionner, qui ne sont pas forcément comparables, mais avec une certaine méthodologie de valorisation, on peut réussir à avoir une valeur d'entreprise qui combine ces éléments, de manière à équilibrer la performance, la façon dont on présente la performance financière avec la performance extra-financière. Alors justement, moi, je suis investisseur, imaginons-le, j'ai envie d'acheter une entreprise qui est à impact. Comment on analyse cet impact? Comment je peux être certain que cette entreprise remplit tous ces critères de l'impact, de l'ESG, RSE, etc. Alors, il y a plusieurs sujets, en fait. Si vous êtes un investisseur, vous voulez vous pouvez pas ne pas vous poser la question de quel est l'impact de l'entreprise à l'heure actuelle, de quelle est son ambition et quelle est sa trajectoire, en fait. Parce que c'est des sujets qui sont extrêmement importants, à la fois ne serait-ce que réglementaires sur certains aspects, et ensuite, comme tout est en train de se structurer, cette entreprise dans laquelle vous allez investir, il faut vous poser la question de savoir si elle a une stratégie pour être plus à impact, et si elle a comment elle a prévu d'arriver à ses ambitions. Parce qu'il peut y avoir beaucoup d'ambitions exprimées, mais pas forcément embarquées dans un plan d'affaires, dans ce que vous allez valoriser en tant qu'investisseur. Donc, c'est là aussi où nous KPMG, on œuvre beaucoup pour des investisseurs qui, dans ces phases qu'on appelle de pré-deal, en fait, d'avant d'acquisition, d'analyser, faire des due diligence qu'on appelle ESG, donc d'analyser si l'entreprise est conforme, ne serait-ce que déjà avec la réglementation environnementale, sociale à l'heure actuelle, et puis aussi se poser la question quelle ambition elle se fixe pour le futur, quelle est la trajectoire, et est-ce que les moyens sont donnés, ou combien, si ce n'est pas donné, combien il faudra investir dans cette entreprise pour transformer cette entreprise, transformer le plan d'affaires pour atteindre ses objectifs. Et là, c'est là où c'est notre métier d'éclairer
les investisseurs dans cette connaissance et dans leur choix, dans leurs décisions. Est-ce que je suis bankable si je suis à impact? Est-ce que voilà, je suis sexy pour un investisseur? Alors, je dirais plutôt que vous allez ne plus l'être si vous ne l'êtes pas. Ok. Donc, c'est plutôt l'inverse. Et ces sujets sont de plus en plus sur la table. Et actuellement, on travaille beaucoup pour des fonds d'investissement. Et il arrive peu de dossiers où la question ne se pose pas. Vous le ressentez ou pas, cher Edouard, quand vous avez dû aller chercher des fonds? C'est une question que les investisseurs vous ont posée? En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il faut. Ce qui est bien, c'est que c'est en train d'apparaître. Voilà, nous, on a eu ces discussions avec nos investisseurs et ils en parlent. Ce qui est. On peut dire l'intention, j'aimerais dire sur les start-upers ou sur les gens qui créent des entreprises, il ne faut pas qu'ils le fassent en se disant je vais avoir une meilleure valorisation. Même si à la fin c'est ce qui va peut-être se passer, les gens, j'espère que la vérité sortira, c'est-à-dire que les gens qui y croient réellement, etc., qui y croient réellement, c'est ça qu'on recherche chez des gens, parce que c'est là où ils vont être bons, c'est là où ils vont proposer quelque chose. Voilà. Donc nous, il y a une discussion là-dessus, c'est-à-dire les gens en parlent, ont envie les investisseurs ont envie de trouver ce genre de choses, ce genre d'entreprise. Et j'ai l'impression que ça ne peut être que favorable parce que, mine de rien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le financement est une chose extrêmement importante pour les entreprises. Donc, tant que cette partie-là ne sera pas totalement avec un besoin d'impact, en fait, les entreprises ne seront pas totalement impact. Et c'est une sorte de truc qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient envie d'impact, il faut que les financeurs aient envie d'impact, il faut que donc les politiques vont suivre, donc les entreprises vont suivre. Et tant qu'on n'aura pas ce cercle, moi j'ai l'impression qu'on est rentré dans ce cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on le voit, vous mettez n'importe quel post sur n'importe quel réseau social, un tout petit peu de greenwashing, vous avez 50 haters qui vous balancent des trucs, et ça, on peut trouver ça désagréable. Moi, je trouve que c'est bien, parce que ça permet de recaler le débat et à chaque fois de se reposer la question. Nous, à chaque fois, on a une vidéo qu'on voulait faire pour un peu inspirationnelle, en disant on va parler de l'échange de maisons, on la regarde entre nous, on se dit maintenant on peut pas la sortir aujourd'hui, on a peur, on se dit merde, peut-être qu'on n'est pas assez, quoi. Voilà, et je trouve que ce genre de réflexion va nous permettre de dire donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour être plus et pour pouvoir vraiment être à l'aise avec ça, ou alors changer la vidéo. Voilà. Et en fait, je trouve que cette réflexion, aujourd'hui, elle est dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on se pose à chaque fois la question de est-ce qu'on n'est pas en train de faire du greenwashing, et le microcosme autour de vous interroge là-dessus. Ça, je trouve ça sain, et je suis assez persuadé que ça va marcher et que le financeur va être un peu lui-même obligé. On le voit, BNP est de temps en temps interpellé sur ses financements. On voit que les gens demandent des banques qui ont de plus en plus d'impact. Et donc, je crois que naturellement, par exemple, nous, la BNP est une autre banque. Je les ai un peu interpellés. Ils m'ont décrit la totalité de leurs investissements verts en disant qu'ils allaient faire mieux. Est-ce qu'on change de banque? Moi, je suis pas, c'est pas mon attitude. Mon associé était plutôt pour dire, bon, changeons de banque. Voilà. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est pousser ces gens-là qui sont très forts, très grands. C'est une très grande banque. Et ben, à les amener. Et plus on les interpellera dessus, plus ils auront besoin. Et ça sera vrai. Et pour moi, c'est ça le cercle. Et c'est à ça qu'il faut arriver. Et c'est assez intéressant parce que c'est là où je trouve on rejoint quelle est la mission, la raison d'être de l'entreprise. Nous, chez KPMG, on est devenu entreprise à mission. Et c'est là où cette mission, cette raison d'être, doit infuser dans toute l'entreprise pour que chaque décision soit ramenée à cette raison d'être, en fait. Et que quand on parle d'une campagne de communication, quand on parle de recommandations qu'on fait à nos clients, de projets qu'on va mener, de transformation, est-ce qu'elle est en lien avec notre mission, notre raison d'être? Et dans mission, il y a aussi le mot un peu missionnaire, en fait. Et quand on est un cabinet de conseil, on a une très forte aussi possibilité d'évangélisation et d'influence. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Mais il y a quand même une notion aussi d'image, un peu d'affichage, quand on est une entreprise à impact aujourd'hui. Ouais. À la fois pour la cible, pour les investisseurs. Vous le mettez sur le site internet, on voit assez rapidement. Bicorp, certification. Bicorp, dans ce cas-là, vous êtes à votre vrai niveau. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur nos clients. Ils s'en moquent un petit peu. Donc, j'ai eu le sentiment. J'encourage. Vous n'avez pas le sentiment que ça. Non, j'ai pas eu le sentiment. Un peu pour nos ambassadeurs qui. Mais déjà, il faut connaître tous ces. En fait, on parle d'entreprise à mission, de Bicorp. Il y a encore beaucoup de gens qui. C'est assez éloigné. On est dans un petit microcosme de gens qui connaissent ces trucs, mais c'est assez éloigné. Donc, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Pour moi, ça va avoir un impact. Les gens vont le reconnaître et ça va se faire progressivement. C'est un peu comme des choses où on commence à avoir des certifications. Personne ne les connaît, mais progressivement, on se rend compte que ça devient indispensable si on veut grandir, si on veut. Donc,
il faut absolument le faire pour ça. Nous, on va essayer de, même si c'est l'étape d'après de cette émission, même si notre raison d'être a changé, parce que moi, je crois que c'est ces certifications qui vous permettent de vous mettre face à vos propres réalités. Sinon, vous êtes un peu face à vous-même et vous définissez pas forcément les bons critères. En tout cas, ce que je comprends, c'est que c'est clairement plus du tout une mode, c'est vraiment une réelle tendance de fond. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau. C'était donc l'entrevue digitale, l'émission proposée par KPMG et Madines. À très bientôt.